Globule Radio et la ville de Chamonix-Mont-Blanc présentent Montagne et compagnie. En partenariat avec la compagnie des guides de Chamonix. Montagne et compagnie. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Pratiquant ou non pratiquant, levons les yeux et contemplons les cimes. Épisode 8. L'aiguille du goûter. Avec Géraldine, habitante des Ouches. Gardez vos chaussures parce qu'on va peut-être ressortir. On va regarder cette aiguille, non? Je vais mettre une petite veste alors, hein. Hop. Puis là, on est bien parce que le soleil vient d'arriver. Ouais, c'est vraiment la période de l'année où on retrouve le soleil enfin qui revient dans cette zone des Ouches. Et ça sublime tout ce qu'on va voir dehors. Allez, on y va, on va la voir. Ma petite aiguille. Et Mathieu Berlioz, guide à la compagnie des guides de Chamonix. Donc voilà ce que j'ai sous les yeux tous les jours. Alors on est dans mon jardin, sur ma terrasse aux Ouches, depuis laquelle on peut voir toute la chaîne et cette aiguille qui est malheureusement un peu cachée par le sapin. Voilà, donc on la voit un peu mieux l'hiver que l'été quand c'est tout feuillu, mais on la devine et ça a un petit côté aussi mystérieux. Voilà, donc on peut voir tout ce qui se découpe comme ça. Elle est beaucoup moins pointue, elle ressemble pas vraiment à une aiguille en fait. Hein. Elle s'appelle aiguille, mais elle est beaucoup plus arrondie. Alors ce matin, on se trouve juste devant la mairie des Ouches. Alors au-dessus de notre tête, on voit la première aiguille qui vraiment nous frappe ici aux Ouches, ça va être l'aiguille du goûter. Donc cette aiguille du goûter, on l'aperçoit d'assez bas déjà quand on arrive à Salange, quand on est sur l'autoroute. C'est une des premières aiguilles qu'on va voir, donc c'est vraiment une porte d'entrée de la chaîne du Mont Blanc. Donc voilà, elle se situe juste en dessus des Ouches, à une altitude de 3800 mètres. On voit d'en bas une belle arête on pourrait s'imaginer monter par cette arête. Et on a aussi des vieux glaciers, des couloirs donc, de neige actuellement. Là, avec la petite chute de neige, on les voit vraiment bien. Et donc qui nous laisse envisager un accès assez facile, mais c'est pas trop le cas. Il y a quand même un gros point, c'est qu'on a énormément de chutes de pierre. C'est que c'est une montagne qui est pas très solide, c'est un peu comme un tas de cailloux, donc il faut faire attention quand on la gravit, de passer aux bons horaires et d'avoir le matériel adapté et bien sûr de rester sur le petit sentier, si on peut appeler ça un sentier, qui est quand même assez escarpé, où on va mettre les mains, même si on a des câbles, des petites marches métalliques de temps en temps pour nous aider. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut toujours rester très attentif à l'endroit où on pose ses pieds pour ne pas faire tomber des pierres sur les autres personnes qui se trouvent plus bas. Et puis aussi sur cette aiguille, il y a un petit objet marquant, c'est le refuge du goûter qu'on aperçoit quand même bien depuis les Ouches. Il ressemble à un fût de bière, un gros fût de bière posé là-haut. Voilà, c'est pas parce qu'on y boit de la bière, mais il a vraiment cette forme un petit peu ronde et posée comme ça. Et c'est vrai qu'il se détache très bien de l'arête. Donc on arrive à distinguer le vieux refuge de temps en temps qui est plus caractéristique, qui est plus d'une forme plus ancienne, carrée, rectangulaire. Alors que vraiment là le nouveau refuge il s'avance un petit peu sur l'arête et on voit vraiment quelque chose qui dépasse et qui brille énormément en fin de journée. Elle a sa petite personnalité à part dans la chaîne. Elle a plusieurs facettes en fait, elle a plusieurs personnalités cette aiguille, puisqu'on la voit pas du tout de la même façon depuis cette terrasse où on se trouve que ce qu'elle dégage depuis Chamonix. Il y a moins de stries, plus de noir, peut-être depuis la vue où on est maintenant. Là, c'est beaucoup plus organique et beaucoup plus foncé. Montagne et compagnie. Cette aiguille ou haute montagne, vue des environs de Genève, se présente sous une forme arrondie, droite en avant et au-dessus de la plus haute cime du Mont Blanc. Les arêtes de rochers qui en descendent paroissent comme des filions noirâtres. De notre cabane, nous voyions bien cette aiguille sous le même aspect. Mais comme nous étions très proches, elle nous cachait le haut du Mont Blanc. Nous ne voyions que le ciel au-dessus de ces rochers.
nous commençâmes par traverser un glacier peu incliné. J'eus un mouvement de joie très vif et qui paraîtra peut-être puéril, lorsqu'après avoir monté pendant 25 minutes, je parvins à découvrir le lac de Genève. C'était la première fois que je m'étais assez élevé sur les bases du Mont Blanc pour parvenir à l'apercevoir. Le glacier que nous traversions va aboutir à une des arêtes de l'aiguille du Goutet, qui est impraticable par la rapidité. Cette arête est séparée de celle que nous devions suivre par un de ces couloirs rapides. Chacun de nous se plaça entre deux guides qui tenaient fermement les deux extrémités de leur grand bâton. Ce bâton formait du côté du précipice une espèce de barrière sur laquelle nous nous appuyions et nous prévenait de toute espèce de danger. Après avoir traversé ce couloir, nous atteignâmes l'arête de rocher que nous devions gravir, et c'est ici que notre tâche commença à devenir pénible. Nous trouvâmes cette arête incomparablement plus rapide que celle qui nous avait conduits sur la base de l'aiguille. Les rochers qui la composent sont encore plus incohérents. Entièrement désunis par les injures de l'air, tantôt ils s'éboulaient sous nos pieds, tantôt nous restait à la main, que nous voulions y cramponner. Souvent, ne sachant où m'accrocher, j'étais réduit à saisir le bas de la jambe du guide qui me précédait. Enfin, après 5 heures de montée, dont 3 dans cette fatigante arête, Pierre Balma me proposa de m'asseoir un moment pendant qu'il irait en avant examiner ce qui nous restait à faire. Il revint au bout d'1 heure et nous rapporta qu'au-dessus de nous, la quantité de neige nouvelle était si grande que nous pourrions atteindre la cime de ces rochers sans des dangers et une fatigue extrême. En conséquence, nous prîmes unanimement, quoiqu'avec bien du regret, le parti de ne pas aller plus avant. Et dans le chagrin que nous causait le succès incomplet de notre entreprise, ce fut une consolation d'être monté plus haut qu'aucun observateur connu ne fut monté avant nous en Europe. Extrait de Voyage dans les Alpes de Horace Bénédicte de Saussure, tome 2, chapitre 52. Histoire des tentatives que l'on a faites pour parvenir à la cime du Mont Blanc. Montagne et compagnie. Alors, on a tout pensé la terrasse pour servir la contemplation. Notamment, on a la chance d'avoir un jacuzzi qui est quand même super pour l'après-ski et au-delà. Et c'est vrai qu'on l'a installé de façon à ce qu'il y ait un des sièges, celui où on est allongé, qui nous permette de baigner, mais vraiment dans la chaîne du Mont Blanc et devant l'aiguille du Goutet. Et j'ai vraiment conscience du privilège que c'est de vivre devant un tel panorama au quotidien. C'est vrai que ça me fait un effet... les montagnes en général me font un effet d'apaisement, de sérénité, de recentrage. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est complètement l'inverse, qui se sentent étouffés dans la vallée, qui ont besoin de voir l'horizon. Mais ça, j'ai l'impression d'être vraiment dans mon élément naturel. Et pourtant, je ne suis pas alpiniste, je ne pratique pas. C'est vraiment cet aspect contemplation permanente à toutes les heures du jour et de la nuit. Mes enfants se moquent de moi parce que je fais des photos chaque jour, ou presque. Ils disent « Mais maman, t'as déjà pris cette vue plein de fois. » Oui, mais là, c'est pas le même rose qu'hier. J'arrive même pas à savoir en fait si ce que j'aime le plus, c'est la lumière de la pleine lune, celle du plein soleil qu'on a presque aujourd'hui, l'heure bleue, qui reste magique partout où on est, et puis l'heure rose, que j'appelle l'heure rose, quand on a la chance d'avoir le ciel en feu et que tout change de couleur. Alors je peux passer des heures, quand j'ai le temps, à contempler ça, et j'en ai pas marre, jamais. Alors pourquoi l'aiguille du Goutet ? Parce que c'est sur la voie royale, la voie normale du Mont Blanc, donc c'est vrai que c'est une aiguille où on est amené à passer assez régulièrement en tant que guide pour emmener des gens au sommet du Mont Blanc. Et oui, ça reste une aiguille qui est belle parce que du sommet, on a vraiment une très belle vue sur la vallée, alors peut-être un petit peu moins sur la vallée de Chamonix, mais plus sur la basse vallée de l'Arve, sur Salanches, sur Megève, Saint-Gervais, et voilà, et ça fait un super contraste parce que nous on a les pieds dans la neige et en descendant on va voir les cailloux et puis après toute la verdure et du coup ouais, ça fait un beau promontoire sur la vallée de Salanches. Montagne et compagnie. Moi, il y a une image qui me reste gravée dans la tête, je crois que c'était il y a à peu près 1 an.
c'est quand le refuge du goûter était complètement plâtré, tout blanc, mais c'était surréaliste, ça sortait d'un dessin animé. Enfin, j'imagine la vie suspendue là-haut, j'imagine l'ambiance d'un refuge en hiver encore plus que l'été, parce qu'il y a toutes ces conditions encore plus extrêmes. Alors, quand on sort aussi les jumelles, on voit pas mal de choses. On voit les cordées, on voit... donc ça aussi, c'est magique pour quelqu'un qui n'est pas pratiquant, parce que ça ne fait que exacerber l'admiration et le mystère qui va avec ces pratiques qui font envie, qui font peur. Les observer, c'est assez impressionnant, déjà, sans y être. Donc en partant des Ouches, c'est le Mont Blanc One Shot. Donc c'est une activité qui a été proposée à la compagnie par Tony